1914, j'avais 12 ans. Et depuis un certain nombre de temps, les journaux nous alarmaient, tout le monde était vraiment angoissé. On espérait quand même que ça s'arrêterait, qu'il y aurait quelque chose qui se produirait, une entente entre les peuples, enfin on ne savait pas. Puis alors le drame de Sarajevo a mis le feu aux poudres. Ça m'a marqué quand même. Enfin nous l'avons appris par le tocsin. Vous l'aviez entendu aussi, le tocsin. C'est la seule fois que je l'ai entendu d'ailleurs, le tocsin. Eh bien c'est vraiment troublant, c'est vraiment angoissant. Oh, et puis alors, il y avait un jeune de la classe 15 qui battait la générale aussi. Ah ben oui, il avait le sourire, ce pauvre gars, puis il a été tué. Vous l'avez connu, c'était Henri Darbier. Ses parents étaient cafetiers ou cacaquières, là. Je ne me souviens pas. Ah. Il est à quelle heure quand vous avez entendu le tocsin? Dans l'après-midi. Dans l'après-midi, peut-être sur les 3 heures. Oui. Alors quelle a été la réaction des gens à ce moment-là? Bien, moi je connais que que la famille évidemment, maman a couru chercher le livret militaire, elle a vu que papa partait le lendemain, lui il s'était déjà renseigné. Et ben nous c'était des larmes, c'était qu'est-ce qu'on va devenir papa, et puis la guerre faisait peur. On s'y attendait pas hier. Oui, on s'y attendait. Mais tout le monde en pleure, tout le monde. Il y en a que c'était leur mari qui partait, c'était leur enfant, ainsi de suite. Alors, ça c'était triste, hein. Personne n'avait envie de rire. On n'est pas monté à la gare, il y avait des trains spéciaux, des passages, je ne m'en souviens pas. Oh, ça, je me rappelle pas. Je sais qu'on montait, moi j'avais 13 ans, on montait à la gare, les voir partir, dans des wagons bestiaux, quoi, empilés là-dedans. Les pauvres. Ah, il y en a qui étaient inquiets. À Berlin, à Berlin. On rapportera le casque à Guillaume. Oh, ils n'ont rien rapporté du tout. Ah, les pauvres. Alors tout le monde montait à la gare pour leur porter du réconfort, ou on leur servait du café, ou on leur donnait... À cette année-là, il y avait eu des poires magnifiques, des poires splendides, et juteuses, et délicieuses. On leur emportait des grandes corbeilles, ça les rafraîchissait un peu, ils étaient heureux d'avoir un fruit à sucer. Bon, voilà, c'est tout ça, ce que je... Et puis après, il y avait la lecture des communiqués, parce qu'on a eu des communiqués assez tôt. C'était le garde champêtre qui apportait la petite affichette à installer. Il y avait des emplacements déterminés. Il y en avait un sur la place de Châtaignier, puis les autres, je ne sais pas, moi je connaissais que celui de la place Châtaignier. Et en général, il y avait un jeune qui lisait tout haut pour ceux qui étaient rassemblés, parce qu'on l'affichait souvent le soir, il faisait nuit. Alors avec un briquet ou une flamme quelconque, on arrivait à lire le communiqué. Eh bien, jusqu'à la Marne, c'était pas drôle. Nous étions assez angoissés. Ils sont à tant de kilomètres de Paris, ils avancent. Alors, jusqu'à la Marne, personne... À ce moment-là, on a repris un peu espoir, mais jusque-là, on ne savait plus comment on vivrait, qu'est-ce qui nous arriverait. On les voyait déjà installés partout. Je me souviens que le tambour a annoncé l'arrivée de réfugiés de la région de Reims. C'était la SNCF qui évacuait une partie de la famille, de son personnel, des familles. Alors, c'était au centre de la place de la mairie, là, devant la mairie. Je ne sais pas si c'était le garde champêtre ou le maire, je ne sais pas. Il y avait quelqu'un qui disait... On s'approchait de lui et on lui disait « Bon, je dispose de 2 lits, je dispose d'une chambre pour 3 personnes. » Il l'annonçait et ceux qui étaient 3 se présentaient. Moi, je sais que maman m'avait dit « Je peux en recevoir 4. » Puis s'est présenté la famille d'Usuel, je me souviens très bien de leur nom. Ils étaient 5, il y avait la maman et 4 enfants. On lui a dit 4, on tiendra bien 5, la petite est toute petite. Alors on lui a monté vite un petit lit d'enfant qui restait chez nous. Et quand elle s'est allongée, parce que le voyage avait été pénible, ils avaient été dans des wagons serrés, puis alors à des embranchements, on les arrêtait, ils restaient même 24 heures à attendre que le convoi se remette en route. Et la pauvre, elle avait 3 ans, entre 3 et 4 ans, la toute petite.
Elle dormait pas, elle avait peur. Et quand elle s'est sentie dans des draps frais blancs, ah, qu'on est bien, nous a-t-elle dit, elle était vraiment ravissante, cette petite. Ils sont restés ici au moins 2, oh là là, mais une partie de l'hiver. Oh oui, parce que je me souviens que nous tricotions. Qu'est-ce qu'on a usé de laine alors, à ce moment-là, dans les écoles? On faisait que ça, tricoter, tricoter. Préparer des chaussettes pour l'hiver, dès la rentrée. Et personne ne voulait m'apprendre à tricoter. Heureusement, j'avais un livre, un prix de couture, et je suis montée au grenier avec une paire d'aiguilles à tricoter, une pelote de laine, et j'ai appris toute seule. Quand je suis descendue, je leur ai dit, ben, je sais tricoter, vous allez me donner du laine. Tricotier pour envoyer. Oui, pour les soldats, Alors, on faisait ce qu'ils appelaient les chaussettes américaines, parce que personne ne savait conduire le travail du talon et du bout du pied. Alors on faisait des chaussettes américaines, c'est-à-dire des tubes, ce qu'on fait maintenant, ce qui est à la mode maintenant. Et on faisait des chandails, et on faisait des passe-montagnes. Ah, alors, une pelote entière était dévidée sur la table, et alors on tricotait, on avait... Ça filait comme une machine. Et à la fin, on ne trouvait plus de laine. On a pris de la laine, pas d'écatie. Vous savez, de la laine, ça sentait le suin, le mouton. C'était avoir de la nausée. Mais c'était chaud. Je m'étais fendu le bout du doigt, là, avec le passage de l'aiguille. Et les cartes de rationnement, quand les a-t-on eues? Oh, plus tard. Oh, il y a plus... Le pain, surtout, qui était rationné, mais autrement, il y a des choses qu'on manque, évidemment, mais... Le sucre aussi. Il y a eu quand même des provisions de fête. Du riz, tout ce qui pouvait se garder longtemps, les pâtes, les stews. Du riz, on n'en a jamais manqué. Non. D'ailleurs, on manquait de pain, on mangeait la soupe au riz et aux pommes de terre. Allez. Ça, les jeunes n'ont pas connu ça. Oui. On n'était pas à plaindre encore, mais ceux qui étaient occupés là dans le nord de la France, ils ont souffert. Puis après, moi, j'ai l'impression que tout le monde s'était un peu installé dans la guerre. On avait cette angoisse, mais tout le monde a repris le travail. Même au mois d'août, là, il y avait encore des récoltes dans les champs. Tout le monde y allait. Tous les hommes valides, les jeunes, les gamins comme les grandes personnes y allaient. Pour aider les fermiers. Oui. Moi, je me souviens être allée au Luneau. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais maladroite comme tout dans ces travaux, mais enfin, on avait l'impression qu'on faisait quelque chose d'utile. Alors les nouvelles, vous avez dit que vous les aviez par les communiqués. Est-ce qu'il y avait d'autres sources d'informations? Les journaux. Mais les journaux... les journaux n'ont pas paru tout de suite. Non. Et puis il y avait une feuille, je me rappelle. On allait chercher à la gare et ça se les arrachait. Hein. Puis c'est tout, il y avait une feuille, qu'est-ce qu'ils mettaient dessus. Ils étaient affichés à la mairie après, il me semble. Les journaux? Les communiqués. Ah, les communiqués. Ah oui, à la poste et à la mairie. Oui, ça je me rappelle. Oh. Il n'y avait pas grand-chose, souvent. Rien à signaler sur l'ensemble du front, c'est tout. Et des blancs, la censure était passée. Dans les journaux. Hein. Vous voyez, dans nos campagnes, on voyait rien. Je suis allé à Paris en 17, hein, et les cinémas, les théâtres, tout marchait comme rien, comme si rien n'en était. On n'aurait pas dit du tout la guerre. On voulait garder le moral de l'arrière. On voulait bien recevoir les permissionnaires, mais les permissionnaires ne se laissaient pas toujours éblouir comme ça. Je me souviens d'un jeune commis chez nous, pour sa dernière permission, il était persuadé qu'il ne reviendrait jamais. On lui disait, Clotaire, ça va être bientôt la fin. Il a dit oui pour moi. Et c'est exact, je ne sais pas si c'est une sorte de pressentiment. Il paraît que beaucoup de soldats étaient ainsi. Ils sentaient que la mort venait pour eux. Lui, je m'en souviens très très bien de lui. Il ne faut pas croire quand même qu'on était heureux. C'était, je vous dis, on vivait comme sous une chape de plomb.
on était mal à l'aise, malgré les rires, malgré les distractions. Ça, c'était plutôt de l'étourdissement qu'une récréation. Les fêtes, il n'y en avait plus. Tout était arrêté ici à Blénaud. Ça a été fini. Les fêtes locales, bien entendu. Mais c'est à l'école supérieure, si, il y avait des fêtes. Je me souviens, ça me revient maintenant. Des fêtes, mais entre nous, personne n'était invité du Blénaud. Je crois que j'ai encore des photographies. On avait joué les vivacités du capitaine Tic. Vous voyez qu'on se lançait. Mais nous, les enfants, les jeunes, on a quand même une faculté d'oubli, je ne sais pas, de récupération, que les adultes n'ont pas. Je me souviens très bien de cette séance-là. C'était déjà en 16, 17, oui. Pas avant. Et le produit allait à nos filleuls. Parce que, ça, on n'en a pas parlé des filleuls. Il y avait les filleuls de guerre. Beaucoup de jeunes filles adoptaient, c'est une façon de parler, envoyaient des colis correspondaient avec un jeune poilu. Quelques-uns se sont terminés par des mariages. Mais vous savez, je soulève de la poussière là en ce moment. C'était bien enfoui, c'était bien loin. Parce qu'il y a eu l'autre guerre. L'armistice, ça oui, mais moi je l'ai ressenti parce que mon frère arrivait justement de Verdun. En somme, ça a été pour nous plus familial que général, enfin. Enfin, sur le plan local, ça s'est passé comment? Est-ce que vous vous souvenez exactement? On vous dira plus. Oui. Ah. Vous savez, sur le plan local, on s'y attendait aussi. Ah oui, on s'y attendait. Comme à la déclaration de guerre, on s'attendait. Là, c'est la même chose. Tous les alliés des Allemands avaient lâché. La Turquie, la Bulgarie, l'Autriche. Il ne restait plus que puis. Et quand on attendait ça d'un jour à l'autre, et quand c'est arrivé, les cloches se sont mises à sonner, l'usine. Puis nous, tous les jeunes, les jeunes gars, les jeunes filles, il y en a pour moi les usines, et puis tous ceux qui étaient disponibles, on a pris un drapeau, tambour, clairon, on se promenait dans les rues. On a chanté un Maledon, on chantait la Marseillaise, on chantait un peu tout. Pendant 3-4 jours comme ça, on a repris le travail que le lundi. Ça, il me semble que c'était le mercredi. Je me souviens de ma joie, c'est tout. Je me souviens de la joie de tout Blénaud. Je me souviens d'un vieux monsieur, faut-il que je dise, qui s'appelle Pique-Brune. C'était un vieux tailleur du pays. Il est entré chez nous, il embrassait tous les gens qui étaient dans la boutique. Moi, je ne l'avais jamais connu que vu derrière sa fenêtre en train de travailler. Et là, il nous embrassait tout le monde. C'est fini, c'est fini. Pendant que les cloches sonnaient. Et je crois qu'après, tout le monde vraiment... Oui, des gens qu'on n'avait jamais. C'était la gaieté pour les uns et la tristesse pour les autres. Ah, oui. Ça, il faut le dire. Et il y en a qui ne savaient pas si les leurs étaient encore vivants. On n'avait pas les nouvelles tout de suite. Quand on savait qu'il y avait un mort, c'est quand il y avait déjà un moment qu'il n'avait pas écrit. Ou alors un petit camarade qui les graduait. Ou alors ça menait à la mer. Ouais, pourquoi? Moi, c'était vraiment le jour de joie, parce que mon frère venait, il était là en permission, et pour nous, c'était la joie. Mais on ne voyait pas l'avenir quand même. C'est bizarre, moi je ne pensais pas, j'ai l'impression que ça a été un moment unique, sans fin, sans commencement, juste cette joie-là. Avec le soleil. C'était beau, Blénaud sous le soleil.